gëmal sa bopp toppal sa yoon lu am benn complexe après tout ku nekk ak sa biddéew dëggul si li ngay def ndam dina la si fekk loolu mooy génération Pepsi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, projet de loi modifiant la loi portant code de procédure pénale, l'opposition est vent debout. Le contenu ulcère l'opposition parlementaire. Les leaders vont saisir ce vendredi le Conseil constitutionnel. Selon eux, cette modification de la loi a pour mission de mater les opposants. Tendance à la hausse des cas de Covid-19, les autorités sanitaires se désolent du faible taux de l'adhésion vaccinale. Certaines populations ne sont toujours pas enclines à se faire vacciner. Reportage à suivre. Le chef de l'État a procédé au lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides à Malika. Selon Macky Sall, le projet va permettre l'implantation de 150 infrastructures de traitement de déchets dans 138 communes du Sénégal. L'actualité, c'est aussi la mort d'un soldat sénégalais au Mali. 3 autres Djambars sont blessés dans un accident de la circulation survenu hier. Leur véhicule s'est renversé sur le bas-de-côté sur la route entre Koro et Bankas. À suivre également notre rubrique du jeudi, les bonnes feuilles de la rédaction. Nous vous parlerons du roman de Mohamed Nyang, livre intitulé Entre nous. Il s'agit de l'histoire fascinante d'écoliers de la banlieue de Dakar. Les députés de l'opposition vont contester devant le Conseil constitutionnel ce vendredi le projet de loi modifiant la loi portant code de procédure pénale. Selon l'opposition parlementaire, le but de cette modification de la loi est de permettre au régime de neutraliser les opposants. Le projet de loi va être voté en session plénière demain vendredi. Le compte-rendu de la conférence de presse des leaders de l'opposition, Habib Faye, Modou Diop. Aussitôt sortis de l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont fait face à la presse pour dénoncer le projet de modification du code pénal et du code de procédure pénale. Aujourd'hui, il nous fait un projet de loi liberticide, un projet de loi de confiscation de toutes les libertés et de tous les droits, qualifiant de terrorisme toutes les infractions, y compris les infractions mineures, qui étaient déjà cataloguées par le code pénal et le code de procédure pénale, ou des sanctions pour lesquelles des sanctions avaient été formellement identifiées. Macky Sall aujourd'hui classe toutes ces infractions-là dans la rubrique terrorisme. Pour faire en sorte que tout ce que le président de la République veut, et il faudrait avoir 2 éléments en situation. Ce qui fait créer le caractère pernicieux de cette loi, c'est 2 phénomènes, l'assimilation et la dissimulation. Ces leaders de l'opposition envisagent de saisir le Conseil constitutionnel dont le mandat de 2 de ses membres arrive à terme ce vendredi à 0h. Que l'opposition parlementaire envisage de saisir dès demain le Conseil constitutionnel, mais il faut noter qu'à partir d'aujourd'hui à minuit, le Conseil constitutionnel est illégal parce que 2 de ses membres, le mandat de 2 de ses membres arrive à expiration, mais n'empêche, nous saisirons le Conseil constitutionnel en espérant que pour une fois, il se déclarera compétent et qu'il méritera le salaire qu'il perçoit. Je vous remercie. Ousmane Sonko parle d'une planification bien réfléchie qui foule aux pieds les droits des citoyens. Mais ce qu'il veut, je viens de le dire, ce qui est écrit là ne l'intéresse pas. Mais l'exploitation qu'il va en faire, et bien demain, c'est ça qui l'intéresse. Et malheureusement, il nous dit, nous, de l'opposition, sachez que dès votre prochaine manifestation, dès votre prochain rassemblement, j'ai la possibilité d'arrêter tous les opposants.
Aïda Mbodj et compagnie entendent jouer pleinement leur rôle à l'Assemblée nationale ce vendredi pour fustiger le projet de loi. Selon eux, le chef de l'État fait tout pour être éligible en 2024. lii mooy ñëw xew assemblée ñun ñi ngeen fa yónnee dinañ def lu ñu mën mais ñun doyul. Ce projet de loi devrait être voté donc demain vendredi. Nous y reviendrons en long et en large dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre de ce journal, un militaire sénégalais est mort hier au Mali. 3 autres djambars sont blessés des suites d'un accident de la circulation. Le drame est survenu hier dans l'après-midi entre Koro et Bankas. Ces djambars sont des éléments du 10e détachement sénégalais déployé au Mali dans le cadre de la MINUSMA. La mission rendra les honneurs militaires aux défunts le 2 juillet. Les restes mortuaires seront rapatriés à Dakar le lendemain, le 3 juillet prochain. Si vous n'êtes pas encore vacciné au coronavirus, eh bien sachez que c'est le moment. La contamination journalière repart à la hausse. Aujourd'hui encore, 87 Covid+ ont été annoncés et 7 personnes développent la forme grave de la maladie. Un rebond épidémique se précise de jour en jour. Dans ce contexte, les autorités sanitaires se désolent du faible taux de l'adhésion vaccinale. C'est un sujet réalisé par Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Un constat qui fait peur. Dans plusieurs localités du pays, les populations tardent à aller se faire vacciner contre le coronavirus. Un fait qui inquiète la directrice générale de la santé. On a pu découvrir, les experts au plan mondial ont pu découvrir en un temps record un vaccin qui est efficace. Donc le maître mot, c'est d'aller se faire vacciner, de prendre la première dose, de respecter donc l'intervalle entre la première et la deuxième dose, tout en respectant encore une fois les gestes barrières. C'est le maître mot. Une flambée qui nécessite un nouveau engagement dans la riposte. Vous avez entendu hier, son Excellence le Président de la République a lancé quand même une accélération de la stratégie de vaccination. Il faut une forte pression aujourd'hui au niveau des populations pour faire comprendre aux populations que la maladie est toujours là. Comme beaucoup d'autres maladies infectieuses. C'est une épidémie qui, par moment, a été en endémie pour le Sénégal et beaucoup d'autres pays. Et de temps en temps, on a donc une poussée épidémique, ce qu'on appelle une poussée épidémique et ce qu'on appelle naturellement une vague. Le Sénégal donc était rentré dans une vague qui a été donc très critique donc à partir du 2 mars, mais au mois d'octobre, on a vu qu'on a une hausse, qu'on a appelée une deuxième vague. Tout le monde se dit, est-ce qu'on n'est pas allé dans une troisième vague? Il reste alors beaucoup d'efforts à faire dans la sensibilisation pour lutter efficacement contre le coronavirus. Et le Sénégal n'est pas à l'abri des variants Maïmouna. Selon le professeur Souleymane Mboup, 10% des souches séquencées dans les laboratoires de l'IRSF sont constituées justement par ces redoutables variants. Ahmadou Bamba-Samb et Abdou Diouf Diagne. Le variant britannique, le variant sud-africain, bêta, le variant brésilien et le variant indien. Le président de l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation tire ainsi la sonnette d'alarme. Les variants dits préoccupants sont présents dans notre pays. Avec leur progression très rapide, une troisième vague de coronavirus n'est pas écartée. Mais à l'heure actuelle, nos résultats montrent que 10% des souches que nous avons séquencées sont constituées par ces variants préoccupants. C'est-à-dire en grande majorité le variant, pour être simple, dit britannique est à 95%, et le variant indien, on commence à trouver du variant indien, mais il ne représente pour l'instant que 5% de l'ensemble de ces variants préoccupants. Et ça, c'est des informations importantes pour des mesures au niveau sanitaire, au niveau politique. Pour une détection très rapide de ces variants, des unités de biologie moléculaire seront implantées dans les régions de Saint-Louis, Tamba et Ziguinchor, informe le directeur des laboratoires au ministère de la Santé. C'était difficile de faire ça dans toutes les régions tout de suite, mais ce sont des régions pilotes, mais on a essayé de diversifier pour que les gens n'aient pas à faire de longues distances. Mais si ce projet marche, l'objectif c'est d'avoir vraiment des plateaux de biologie moléculaire dans presque toutes les régions du Sénégal. Pour que pour cette pandémie ou bien pour d'autres pandémies, si ça survenait, que tout de suite ces régions-là soient capables de faire les tests sans qu'on soit obligé de venir à Dakar. D'ailleurs, un atelier de 8 jours est organisé à l'IRSF. L'objectif est de permettre à ces biologistes et techniciens venus des 3 régions d'être autonomes sur les méthodes de diagnostic moléculaire.
Merci Abdou. À la une également, la colère des blouses blanches, un sit-in a été organisé ce matin à Joal. Le personnel de santé de Mbour exhorte les autorités à recruter des agents de santé, de sécurité dans les dispensaires, postes et centres de santé. Il dénonce la lenteur dans l'enquête de l'affaire de tentative de viol d'une sage-femme à Fadial. Mohamed Dansi est le vice-infirmier chef de poste Fadial. Il est interrogé par notre équipe à Mbour. C'est une situation déplorable, très déplorable. Et aujourd'hui, nous sommes très menacés. Et vraiment, nous avons peur parce que nous serons sans doute les prochaines victimes. Parce que l'agresseur pouvait trouver la sage-femme là, titulaire, dans son logement. Il pouvait me trouver dans mon logement et où nous vivons avec nos enfants, nos femmes. Donc nous ne sommes pas en sécurité. Nous sommes là pour travailler. On ne peut pas vivre dans des conditions très difficiles, dans un poste complètement délabré qui peut s'écouler d'un jour à l'autre. Et en plus, on nous agresse. Et maintenant, les autorités compétentes restent comme des spectateurs devant ce fait. Nous demandons et nous exigeons aux autorités, surtout les autorités compétentes, surtout, je lance un appel à notre justice, que ce prédateur sexuel qui est toujours dans la communauté soit identifié et traduit devant la justice le plus rapidement possible. Au Sénégal, un enfant sur 4 est victime de sévices corporels graves. Les violences concernent 25% des enfants de moins de 15 ans, selon la patronne de l'UNICEF à Dakar, Sylvia Danailov, s'exprimait en marge du lancement officiel du référentiel de détection et de prise en charge des enfants victimes de violences. Environ 16 000 jeunes filles ont été atteintes d'abus sexuels au Sénégal. Aussi des statistiques qui montrent que 25% des enfants, donc un enfant sur 4, est victime de sévices graves, physiques et psychiques à son encontre. Donc la violence existe. Avec l'épidémie de la Covid, nous avons aussi constaté que la violence augmente. Nous avons des lois, ici au Sénégal, des lois très fortes pour punir ceux qui sont coupables de violence. Nous avons des standards, nous avons maintenant ces référents pour tous les professionnels, y compris ceux de la santé. C'est important de mettre en œuvre ces lois, de pouvoir accompagner tous les acteurs qui ont un rôle à jouer pour la protection des enfants. Donc ces compétences, cette capacité, c'est un accompagnement de tous les jours. Le secteur de l'assurance a résisté au choc économique dû à la pandémie actuelle. Pas de récession, les signaux sont même plutôt au vert. L'Association des assureurs annonce avoir versé plus de 60 milliards de francs CFA à titre d'indemnisation dans différents sinistres. Compte rendu de leur conférence de presse, Yaya Diallo et Dissa Prera. Malgré un contexte marqué par la Covid-19, le secteur des assurances est resté très fort. En termes de paiement des sinistres liés aux accidents de la circulation, les assurances ont payé un peu plus de 60 milliards de francs CFA. À cela vient se greffer un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards durant l'année 2020, plus les taxes payées à l'État. Bon, le secteur des assurances a été résilient parce qu'aujourd'hui, comparé à 2019, donc on était autour de 196 milliards de chiffre d'affaires. On est autour de 203 milliards de chiffre d'affaires. Donc on a connu une croissance. Donc, on n'a pas connu de récession donc, au niveau du secteur des assurances. Donc si on prend le taux de pénétration de l'assurance, donc il y a une augmentation également. Aujourd'hui, on est autour de 1,3% de taux de pénétration de l'assurance. Donc ça montre que le secteur a du potentiel. Si on prend la densité de l'assurance qui donne une idée sur la culture d'assurance également, cet indicateur a augmenté. Donc les placements aussi, on est autour de plus de 300 milliards de placements, stock de placements. Ces stocks de placements, c'est entre les actions, les obligations, les prêts, les obligations d'État. Donc les indicateurs sont au vert. En termes de règlement de sinistre de manière globale et puis à titre provisoire, sans tenir compte même des encours, les assureurs ont débloqué plus de 60 milliards au titre de l'année 2020 pour payer des sinistres, pour faire payer des indemnisations. L'assurance des marchandises transportées, un autre domaine du secteur qui, lui, souffre d'un déficit de communication. Pourtant, le Sénégal a voté une loi pour exiger les transporteurs à souscrire des polices même pour des entreprises qui viennent de l'extérieur. Donc, transport, si gannaaw li koy protéger mooy assurance. C'est-à-dire que
Si vous regardez bien, c'est l'assurance qui protège le transport de marchandises. Il y a même une loi au Sénégal qui institue une obligation d'assurance en matière de transport. Surtout quand on importe, obligatoirement, on doit assurer la marchandise et on doit l'assurer ici dans une compagnie locale. Mais malheureusement, cette loi est très peu connue. D'ailleurs, dans une compagnie locale, une obligation d'assurance et de domiciliation locale. Malheureusement, il faut que la loi À une semaine, il y a un ami qui est venu me dire oui, j'avais des marchandises dans ma voiture et le camion a pris feu et j'ai tout perdu. Est-ce que les assureurs vont m'indemniser? Alors, quand on a regardé son contrat, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans le contrat, tout est écrit. Quand on a regardé le contrat, il n'avait assuré que le camion. Mais la marchandise transportée n'était pas assurée. Donc du coup, il ne sera pas payé. Donc souvent, on le dit, on le répète, les assurés, les bénéficiaires de contrat n'ont qu'à regarder dans leur contrat. Assurance marchandises transportées, importance étendue des garanties et procédures d'indemnisation. C'est autour de ce thème que l'Association des assureurs du Sénégal a convié ses partenaires. Objectif, informer et sensibiliser sur la pertinence de l'assurance des marchandises transportées. Merci Dissa. Et puis je le disais dans les titres, le chef de l'État a procédé ce matin au lancement du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides à Malika. Macky Sall annonce que le Promogep va permettre l'implantation de 150 infrastructures de traitement de déchets dans 138 communes du Sénégal. Voici le président de la République. Cette dynamique, chère population, exige la redéfinition du cadre institutionnel, organisationnel et financier du secteur. Monsieur le coordonnateur national, vous l'avez rappelé. Le Promoged devra ainsi contribuer à l'éradication des décharges sauvages, néfastes pour l'environnement, la santé des populations, les activités économiques et l'attractivité de nos cités. La situation de la décharge de Mbebes, vieille de 53 ans, en est une parfaite illustration. C'est pourquoi le Promoged procédera à l'assainissement complet du site de Mbebes. Au demeurant, je voudrais rassurer les récupérateurs en activité sur le site, et j'y reviendrai tout à l'heure en Wolof. Les rassurer en leur disant que leurs intérêts seront entièrement pris en compte à travers notamment leur reconversion dans la filière, dans le respect des normes d'hygiène, de santé, de sécurité et de sûreté. L'actualité, c'est aussi cette signature d'une convention de partenariat entre la Cour des comptes et le Centre d'études et de recherche en ingénierie juridique et financière. Le partenariat porte sur l'assistance conseil du CERIF dans les études, l'élaboration de guides de formation en suivi budgétaire. L'objectif pour la Cour est de faire face aux exigences citoyennes de reddition des comptes. Compte rendu Mamadou Fall et Pape Sangoudembaye. La Cour des comptes est désormais dans les perspectives de se rapprocher davantage des populations, en partenariat avec le CERIF, Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière. Elle opte pour une production rapide de rapports et de manière détaillée. Nous allons non seulement démythifier, mais démystifier les finances publiques pour les mettre à la disposition non seulement des étudiants, mais aussi du public. Nous allons publier les rapports particuliers. Non seulement le rapport public que vous voyez maintenant, qui n'est rien d'autre que la synthèse des différents rapports particuliers, mais nous allons publier les rapports particuliers et nous allons aussi publier les rapports d'activité annuels. Actuellement, nous avons imprimé 2018, nous avons adopté 2019 qui est actuellement en relecture. Malgré les difficultés notées dans l'exercice de sa fonction, la Cour se satisfait de la gestion des finances publiques au Sénégal. Elle se porte tant bien que mal. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée de la Cour, franchement, il y a des avancées importantes dans la gestion des finances publiques.
D'ailleurs, pour une pérennisation de la bonne gestion des comptes, les SERIF comptent se déployer pour un appui considérable. Porter notre expertise à la Cour en termes de réflexion théorique, parce que nous savons que les questions de finances publiques sont d'abord des questions théoriques. Les finances publiques constituent les nerfs de l'État et de la République. Donc nous allons apporter notre expertise en termes de production, en termes d'organisation de manifestations scientifiques, de colloques. Avec ses importantes attributions et la mise en œuvre de son plan stratégique de développement, la Cour est devenue un acteur incontournable du dispositif de bonne gouvernance au Sénégal. Merci Mamadou. Deuxième édition du Forum de Dakar, ça y est, les rideaux sont tombés. Le rendez-vous économique a permis de dégager des perspectives pour la coopération Nord-Sud. Écoutons à ce propos Youssou N'Dour, cofondateur d'Afrique Innovation, en marge de la cérémonie de clôture. Nous aurons toujours chaque année plus de 150 personnes qui vont participer, qui vont quitter d'autres pays pour venir. Pas seulement pour le tourisme, mais pour ce qu'on appelle vraiment le contenu, ce dont on doit parler, les thèmes, les échanges. J'ai suivi tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt l'échange des deux professeurs sur l'impact, mais surtout pour dire que les questions qui se posent aujourd'hui ne peuvent pas se régler si le Nord et le Sud ne s'asseyent pas. Tout autre chose à présent, le directeur gérant de la SODAV qualifie de prouesse la gestion de l'année 2020. Selon Ali Bathily, les répartitions ont été supérieures à la perception malgré la crise due à la pandémie actuelle. La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins a tenu son assemblée générale aujourd'hui. Ali Bathily avec Mamadou Fall. C'est une prouesse. Même certaines sociétés occidentales n'ont pas pu sortir. Moi, je connais des bureaux et des sociétés sœurs en Afrique qui ont carrément fermé leurs portes et licencié leur personnel en attendant. Que tout le monde a constaté la faiblesse des perceptions par rapport aux années précédentes, mais en retour aussi, et c'est ça aussi la prouesse, comment est-ce que également les répartitions ont pu aller jusqu'à dépasser la perception, ce qui explique également une rigueur et une transparence dans la gestion qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux et lire avec en tout cas le plus profond sérieux. Maintenant, des contraintes, il y en a comme pour toutes les sociétés. Même si d'année en année, on est en train de les évacuer, mais il reste des contraintes. Et il y a une contrainte majeure, je le dis, c'est le cadre de travail. Il nous faut un siège. Il y a une contrainte majeure, je dis qu'il faut que les dispositions, les possibilités que la loi 2008 offre aux titulaires de droit soient mises en application. Je veux parler de la rémunération pour copie privée. À la une également, la colère des transporteurs interurbains à Mboro dans le département de Tivaouane. Ils ont décrété 5 jours de grève pour protester contre des taxes de sortie de la gare routière. Selon eux, ces taxes indues seraient fixées comme règle par les responsables de la gare. Explication, Cheikh Anta Diop. Mboro, les chauffeurs de taxi clando dans tous leurs états, ils sont en grève pour dénoncer ce qu'ils appellent une injustice. Ces manifestants reprochent aux membres de la gare routière de Mboro d'augmenter les bons de sortie. 60 000 francs par véhicule, c'est trop. Chaque événement, une seule voiture va payer plus de 60 000 francs. Notre problème, c'est le président du gare routière. C'est un arrêté qui a été fait par le sous-préfet de Mewan, le commandant de brigade gendarmerie, le secrétaire municipal, le président des regroupements des chauffeurs, le président des taxis clando. Il a été dit que l'article 2 des véhicules de transport en commun et taxis clando desservant des localités situées hors du périmètre communal doivent se munir d'un bon de sortie, mais pas avec une somme d'argent. Ça a été équilibré noir sur blanc. Ça a été fixé par des autorités. Donc ils sont en train de nous voler notre argent. Et ce n'est pas du tout normal. Nous sommes plus de 500 clandos ici. On n'arrive plus à travailler. Chaque sortie, c'est 200 francs. Ces jeunes chauffeurs de taxi clando de Mboro pensent que cela ne saurait prospérer. Ils en appellent aux autorités locales et étatiques à réagir pour trouver des solutions à ce problème. Les autorités puissent régler ce problème. On a allé voir hier le sous-préfet de Mewan. Tous les gens que vous voyez derrière moi, ce sont tous des chauffeurs. Et ce sont aussi des pères de famille. Des chauffeurs de commune de Darou et des chauffeurs de commune de Mboro. Nous sommes tous réunis. La grève des taxis clando se poursuit au grand dam des populations de Mboro, Darou Khoudoss et villages environnants.
Le Conseil des ministres a examiné et adopté hier le projet de décret fixant les modalités de nomination du recteur dans les universités publiques. C'est donc l'appel à candidature qui va désormais prévaloir pour le choix des recteurs. Ce procédé peut-il améliorer la gouvernance dans les universités? Élément de réponse avec Fatima Touré. La réforme est actée concernant le choix de la haute autorité universitaire. Il y aura désormais un appel à candidature pour tout poste de recteur dans les universités du Sénégal. Une décision du chef de l'État saluée par l'ancien coordonnateur du SAES. On rappelle la position de SAES depuis 30 ans, plus de 30 ans, c'était le principe de l'élection du recteur. Comme cela se fait dans tous les pays du monde. La poire a été coupée en deux. C'est que au lieu d'élire directement le recteur, ce qui se fait, c'est que le recteur soit nommé, mais après l'élection par ce qu'on appelle les instances délibérantes idoines. C'est ça le principe qu'on retrouve dans la CNAES, c'est le même principe qu'on retrouve dans les réformes, les 10 réformes prioritaires et tout. Donc ça a été validé. Selon l'enseignant-chercheur, cette décision aura à coup sûr des impacts positifs dans les universités. Ça peut apporter quelque chose dans la gouvernance parce que le recteur, quand même, il va être élu par des instances délibérantes. Et ça va changer forcément parce que le recteur sera comptable. Il sera comptable devant ses pairs, d'une certaine façon, et pas seulement devant l'autorité politique, parce que d'accord, c'est l'autorité politique qui a la dernière main en termes de nomination, mais il est important de noter que le recteur, il va provenir de ces instances délibérantes. Pour y parvenir, toutefois, il faudrait respecter certains préalables. Il faut respecter tout ce qu'il faut respecter, les textes que nous avons tous mis en place. Ce qui importe, c'est qu'on coupe avec la tradition qui a prévalu jusque-là. Le projet de décret dans ce sens a été présenté en Conseil des ministres par le ministre de tutelle. Rappelons que ce choix du président Sall obéit à sa volonté de mettre en œuvre les recommandations issues de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Merci Fatima, et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Coup de projecteur sur le roman de Mohamed Niang. Livre intitulé Entre nous, l'auteur raconte une histoire fascinante d'écoliers de la banlieue de Dakar. La note de lecture est signée Ibrahim Makan. Pour son premier roman, l'auteur rend hommage aux jeunes écoliers de la banlieue de Dakar dont il est issu. Des écoliers, des lycéens qui partagent l'amour des études, des défis et du sport. Il traite également des questions d'actualité comme les violences dans les stades, entre autres les questions d'éducation, le rôle central de la femme dans l'éducation des enfants, mais en même temps aussi l'influence que les jeunes filles que nous fréquentons peuvent impacter sur nos décisions. Dans cet ouvrage intitulé Entre nous, Mohamed Niang retrace le parcours difficile de jeunes écoliers dans un environnement qui ne garantit pas forcément les meilleures conditions de performance. On peut grandir, étudier dans la banlieue, étudier partout, donc mais il y a juste quelque chose à retenir, des lignes et des principes à respecter. Et je pense que ce bouquin explique bien ces principes qui font que nous pouvons réussir, quelle que soit notre origine. Dans cette histoire qu'il a également vécue, le romancier fait un clin d'œil au lycée Limamoulaye qui a su tirer le meilleur des écoliers banlieusards. L'histoire vraiment que je partage avec des amis aussi, avec des camarades. Donc, et qui reflète l'histoire de chacun d'entre nous, habitants de la banlieue, donc avec les difficultés que nous rencontrons à faire nos études, mais avec vraiment l'appui d'un lycée Limamoulaye que je rends hommage, le lycée Limamoulaye qui a su récupérer vraiment beaucoup des fils de la banlieue et les mettre dans de très bons chemins grâce à une politique éducative vraiment qui était une excellente politique éducative. Entre nous, un roman de 124 pages pour inspirer les jeunes écoliers de la banlieue à qui d'aucuns collent souvent une étiquette négative. Merci Ibou. Dans l'actualité également, le stade du Sénégal sera livré le 22 février 2022. Le gros œuvre est pratiquement terminé. Le taux d'exécution des travaux est de 66%. Une visite de chantier a été organisée hier.
Nous sommes à près de 66% de taux d'exécution. Comme vous le constatez, le stade prend forme. Le rêve devient réalité. C'est un stade de dernière génération dont les formes futuristes sont en train de se dessiner, comme vous le constatez. C'est un stade également qui est un grenier d'emploi parce que plus de 1500 travailleurs y officient actuellement, dont 70% de Sénégalais, sans compter tous ceux qui seront employés plus tard lorsqu'il sera dans une phase d'exploitation. Le stade sera livré le 22 février 2022 et les Sénégalais auront le plaisir de le découvrir en même temps que le chef de l'État qui va procéder à son inauguration. En fait, c'est un stade qui sera le plus moderne d'Afrique, avec toutes les commodités, notamment tout ce qui est autonomie en matière d'énergie et d'alimentation en eau. Nous avons un stade également qui répond à toutes les commodités pour accueillir les grandes compétitions internationales. Et dans l'actualité sportive, Madi Touré et Babacar Ndiaye, candidats à la présidence respectivement de la Fédération sénégalaise de football et de la Ligue sénégalaise de foot professionnel. Autre actualité sportive, l'équipe nationale U20 de foot du Sénégal qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe des Nations arabes de l'Afrique. Le round-up de l'Actu Sport ce soir avec Ibrahim Makan. Du football pour démarrer, la CAF donne un ultimatum au Sénégal. La première nation africaine au classement FIFA doit fournir un rapport d'information aux fins d'évaluation au plus tard le 14 juillet prochain. L'instance dirigeante du football africain en a fait une étape importante avant de prendre le 21 juillet prochain une décision sur les infrastructures devant abriter les éliminatoires de la Coupe du Monde en septembre prochain. Le stade Lat Dior de Thiès fait partie du lot des stades qui ne répondent pas pour le moment aux normes. Et si cela ne s'arrange pas entre-temps, les Lions vont devoir jouer leur match hors du Sénégal. En attendant, les Lionceaux U20E enchaînent à la Coupe des Nations arabes de l'Afrique de la catégorie. Les protégés de Malik Daf, vainqueurs des Comores, 5-1 ce jeudi, signent leur deuxième succès en autant de sorties. Ils sont ainsi qualifiés en quart. Au plan administratif du football sénégalais, 2 candidatures ont été officialisées ce jour. Madi Touré, président de l'Académie Génération Foot, a déposé son dossier de candidat à l'élection présidentielle de la Fédération sénégalaise de football prévu le 7 août prochain. Babacar Ndiaye, président de Teungueth FC, est responsable de la petite catégorie à l'instance dirigeante du football local et lui candidat à la présidence de la Ligue sénégalaise de football. Pendant ce temps, coup d'arrêt pour l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal au tournoi de Dubaï. Après 2 victoires, elle s'est inclinée face à Oman 6-5. Ces rencontres amicales entrent dans la préparation de la Coupe du Monde prévue en août en Russie. Ces rencontres amicales entrent dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde prévue en août en Russie. En Europe, l'UEFA a entériné la fin de la règle des buts à l'extérieur qui faisait loi dans les matchs aller-retour depuis 1965. Le comité exécutif donne suite aux recommandations de la commission des compétitions interclubs et cela va entrer en vigueur dès les phases de qualification de la saison 2021-2022. En cas d'égalité, les 2 équipes seront départagées par une prolongation et éventuellement des tirs au but. Merci Brema. Et puis retenez en basket, le match de préparation Sénégal-Allemagne est annulé selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de basket. 4 cas positifs de Covid-19 ont été décelés dans la délégation sénégalaise. Parlons équitation. 25 cavaliers ont pris part au Grand Prix du haut commandant de la gendarmerie. Le couple Cazoun-Oudrouge a remporté les 2 épreuves dernière étape avant les championnats nationaux d'équitation. Cheikh Sadibou Diarra et Ababacar Kamara. Il n'y a pas eu de surprise au Grand Prix du haut commandant de la gendarmerie d'équitation. Amdoun Cazoun en National 1, Diane Oudrouge en National 2 sont vainqueurs du concours de saut d'obstacles au parcours de l'armée. Au début, j'étais placée première avec un cheval. Mon coéquipier était devant moi. Et j'ai réussi avec mon dernier cheval, en passant dernière, à quand même remporter l'épreuve. Donc je suis très content.
C'est la première fois qu'on a un Grand Prix avec 25 départs. Donc la victoire n'est que plus belle. Un soulagement, la fin de saison arrive, ça a été difficile. On va se concentrer, rester bien concentré jusqu'au bout. Il nous reste le championnat du Sénégal par équipe et advienne que pourra. L'équitation, un sport en phase de massification au Sénégal. Quand on voit le nombre de pratiquants aujourd'hui, avec ce qui s'est passé il y a quelques années, on voit qu'il y a vraiment un engouement. Les Sénégalais, d'une manière générale, s'intéressent de plus en plus à ce sport qui est très complet. L'équitation est un sport quand même qui est très onéreux, très cher. Mais la gendarmerie fait tout pour que cela soit accessible à toutes les couches sociales. Des performances sont visées au niveau international, surtout aux Jeux Olympiques de la jeunesse, Dakar 2026. L'enjeu aujourd'hui, c'est de travailler sur l'accord qui va préparer 2026. Nous y sommes. Et nous sommes profondément convaincus qu'avec le niveau actuel de l'équitation sénégalaise, il y a tous les espoirs que le Sénégal brille, que en tout cas l'équitation sénégalaise puisse nous rapporter une médaille aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Pour le moment, nous avons déjà une bonne brochette de cavaliers qui évoluent sur les carrières internationales, notamment en France particulièrement. Mais nous misons beaucoup sur cela pour préparer les prochains Jeux de Paris et pourquoi pas les Jeux de 2032 à Los Angeles. Le Grand Prix du Haut Commandant de la Gendarmerie constituait le dernier concours de saut d'obstacles avant les championnats nationaux d'équitation. Ils sont prévus le week-end prochain. Voilà, c'était le cavalier, cher Sadibou Diarra. Merci beaucoup, cher. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre tout à l'heure votre magazine consacré à l'euro et puis en deuxième partie de soirée, votre émission Wendelou. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.